On va commencer, vu que je suis le premier à parler de la prostate, j'ai prévu de vous faire quand même vous donner quelques notions sur la prostate, des notions anatomiques et savoir un petit peu à quoi ça sert. Il faut savoir que la glande prostatique, en fait, c'est une petite glande qui fait la taille d'une châtaigne, qui a d'ailleurs la forme d'une châtaigne, qui est située en dessous du ventre, hein, dans le pelvis, tout en bas. Là, c'est une coupe comme si on nous coupait en deux comme ça et qu'on regardait sur le côté. Il y a plusieurs rapports anatomiques qui sont importants. Au-dessus, il y a la vessie. La prostate est traversée par l'urètre, qui est le tuyau qui permet d'évacuer les urines de la vessie jusqu'à l'extérieur. En dessous, il y a le sphincter qui permet de retenir les urines. En arrière, il y a les vésicules séminales dans lesquelles sont stockés le sperme. Et en arrière, le rectum, qui a un rapport anatomique aussi important, puisque finalement, en faisant un toucher rectal, on peut aller palper la partie postérieure de la prostate, qui est l'endroit au niveau duquel se développe préférentiellement le cancer de prostate. La glande prostatique a plusieurs fonctions. La première, c'est de sécréter un des composants du sperme. En fait, le sperme a trois origines. La première partie, on pense tout de suite aux testicules, mais finalement, la fraction produite par les testicules fait moins de 10%. La grande majorité est sécrétée par les vésicules séminales et le dernier composant de ce cocktail est sécrété par la prostate de l'ordre de 20%. La prostate a aussi un rôle mécanique puisqu'elle va permettre d'éviter que les urines refluent dans les vésicules séminales lors de l'éjaculation, et elle va aussi éviter que le sperme reflue dans la vessie au moment de l'éjaculation, que le sperme aille bien vers l'extérieur. Elle a une troisième fonction qui est hormonale, mais qui est vraiment anecdotique et qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous ce soir. Je vais vous parler rapidement des grandes pathologies prostatiques, mais c'est vraiment très rapide parce que ça va être abordé ultérieurement. Enfin, on va commencer par, il y a trois grosses pathologies prostatiques: la pathologie infectieuse, le cancer et l'hypertrophie bénigne de prostate. La pathologie infectieuse, ce n'est pas le sujet du jour. C'est typiquement le patient qui arrive avec des difficultés pour uriner, des envies fréquentes d'uriner, de la fièvre. C'est une infection de la prostate. Bon. Après, on va parler beaucoup plus du cancer de prostate. Et enfin, je dirais juste deux mots sur l'hypertrophie bénigne de prostate, qui va être abordée. C'est François Martin, le docteur François Martin, je crois qu'il fait ça. Donc, l'hypertrophie bénigne de prostate, il y a juste une slide, c'est juste pour vous en dire quelques mots, pour planter le décor. L'hypertrophie bénigne de prostate, c'est quoi? En fait, tout est dans le nom, hein. Hypertrophie en médecine, ça veut dire augmentation anormale du volume d'un organe, en l'occurrence ici la prostate. Là, vous avez à droite une prostate normale, d'un calibre normal. Elle est traversée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prostate est traversée par l'urètre. Là, on a une HBP, une hypertrophie bénigne de prostate, ou un adénome, donc une augmentation anormale de la glande prostatique. C'est la partie centrale qui est concernée et qui vient comprimer l'urètre. Bilan de quoi on peut obtenir des difficultés de vidange vésicale. C'est des patients qui se plaignent d'avoir des difficultés pour uriner, qui sont obligés de pousser, qui ont un jet faible, qui vont fréquemment uriner. Et en gros, ça se traite avec des médicaments dans un premier temps, qui vont soit faire diminuer le volume de la prostate, soit relâcher les fibres du col vésical pour essayer de décongestionner l'urètre. Il y a d'autres médicaments avec des mécanismes d'action un peu moins connus, qu'importe, mais la plupart des gens sont traités comme ça. Et exceptionnellement, quand ça ne suffit pas, on passe à la chirurgie pour désobstruer la prostate en créant un forage prostatique, en enlevant la partie centrale de la prostate qui gêne pour uriner et libérer le canal. François Martin en discutera beaucoup plus longuement tout à l'heure. Des choses à rajouter? C'était super. Merci. On va passer du coup au cancer de prostate. Déjà, c'est quoi un cancer? Un cancer, c'est une prolifération anormale d'une cellule. Là, en l'occurrence, d'une cellule prostatique. C'est une cellule qui devient folle et qui échappe à tout contrôle et qui se multiplie localement et qui peut donner des localisations ensuite à distance avec des métastases. Dans le cancer de prostate, la localisation privilégiée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la partie périphérique postérieure de la prostate. Et c'est une maladie qui est très localisée initialement.
ce qui fait que dans des stades relativement peu avancés, la maladie est complètement asymptomatique puisque la maladie se développe à distance de l'urètre et il n'y a que dans des formes avancées. Là, ici, il y a un envahissement des vésicules séminales, donc potentiellement, il peut y avoir du sang dans le sperme, donc ça devient symptomatique. Ici, il y a un envahissement de l'urètre, donc il peut y avoir des difficultés pour vidanger sa vessie, comme pour l'HBP, et dans des cas encore plus évolués, il peut y avoir des localisations métastatiques avec des patients qui se plaignent de symptômes en lien avec les métastases. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le cancer de prostate, finalement, reste très longtemps asymptomatique et que le but du jeu, c'est d'essayer de découvrir la maladie à ce stade-là, parce que lorsqu'il y a des manifestations cliniques, c'est toujours une maladie grave et on sait d'avance que c'est le cancer qui va gagner. On va mettre des traitements pour essayer de retarder l'évolution de la maladie, mais on sait qu'au final, c'est le cancer qui gagnera. Ce qui est peut-être important à dire aussi, c'est que quand on fait le toucher rectal et donc on met le doigt dans l'anus et qu'on regarde un petit peu cette face postérieure de la prostate, quand il y a un cancer, en fait, on peut le sentir. C'est-à-dire que ce que vous voyez, les petites boules qui apparaissent là, en fait, on va le sentir comme un nodule un petit peu pierreux. Ça change vraiment de l'aspect habituel de la prostate. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire le dépistage aussi. Alors, ce qui est important aussi, c'est que avec Jean-Philippe, on en discutait un petit peu ensemble, et puis en fait, on a déjà entendu à nos consultations des gens dire « ouais, le cancer de la prostate, c'est pas grave, tout le monde en a, etc. » En fait, c'est pas tout à fait la réalité. C'est-à-dire que ça reste quand même le premier cancer chez l'homme. On considère qu'au dernier chiffre, là, il y a à peu près 60 000 cas 60 000 nouveaux cas de cancer en France par an. Ça reste quand même la troisième cause de décès de cancer chez l'homme. Donc, c'est pas non plus anodin. Ça représente à peu près un petit peu plus de 8 000 décès par an. Jean-Philippe avait fait le calcul. Ça fait à peu près un décès toutes les heures. Donc, c'est quand même loin d'être anodin. Alors, ça n'a pas échappé à votre sagacité du fait que ça reste le cancer le plus fréquent, mais ce n'est pas la première cause de décès. Alors, pourquoi en fait il y a cette différence un petit peu entre les deux? Si c'est le premier cancer en termes de fréquence, ça devrait être le premier cancer en termes de décès. En fait, ça, on en reparlera un petit peu après. Mais en fait, c'est qu'il faut bien comprendre que dans le cancer de la prostate, il y a deux types de cancers. Il y a celui qui va être agressif, comme tous les cancers. Jean-Philippe en a bien parlé. Ça va être des cellules qui vont essayer de se reproduire, qui vont essayer d'envahir au niveau local, au niveau régional, parfois même à distance, qu'on appelle des métastases. Et puis, il y a celui qui sera un petit peu ce qu'on appelle indolent. On va y revenir un petit peu après. Avant de finir sur cette diapo, il faut aussi dire quand même que la mortalité du cancer de la prostate continue à diminuer progressivement depuis maintenant une trentaine d'années. Ça, c'est quand même important, et puis c'est quand même un message d'espoir aussi. C'est lié à plusieurs choses. Déjà, il y a un bon diagnostic, l'accès au diagnostic est quand même meilleur, on est bien formé, etc. Bon, il y a eu des avancées aussi technologiques qui permettent tout ça. Et puis, il y a une amélioration aussi dans les traitements. C'est-à-dire que c'est surtout dans les traitements des formes graves et sévères. Bon, les collègues en parleront un petit peu après. Mais c'est vrai que sur ces cas-là où il y a 30 ou 40 ans, quand on les avait, on se disait, mince, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. De nos jours, maintenant, on arrive à diminuer cette mortalité, en tout cas à la repousser assez longtemps. On parle de dépistage, mais finalement, je pense que c'est important qu'on vous donne la définition du dépistage pour mieux comprendre la démarche diagnostique dans le cancer de prostate. Le dépistage, c'est la recherche d'une maladie de manière systématique chez une population asymptomatique. Donc, on va tester absolument tout le monde dans une tranche d'âge, à un moment où les gens, finalement, ne se plaignent de rien. L'objectif, c'est de détecter cette maladie dans sa forme la plus précoce, essayer de la trouver avant qu'il n'y ait des manifestations cliniques, afin de proposer un traitement le plus rapide possible, avec un bénéfice en survie et un bénéfice aussi en qualité de vie. Alors, dans le dépistage, tout à l'heure, le président de la Ligue nous a parlé du cancer du sein, du cancer colorectal, du papillomavirus, mais à aucun moment il n'a cité le cancer de prostate, parce que au final, on ne reçoit jamais de dosage du PSA dans notre boîte aux lettres pour toute la population masculine à y faire un test de dépistage passé un certain âge. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications là-dessus, Romain? Voilà. Alors, bien sûr, on va expliquer tout ça.
d'abord, pour commencer, il faut comprendre que le cancer de la prostate, ça a quand même des particularités assez importantes. On va revenir sur ce que je disais, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a les cancers, comme tous les cancers, qui sont là pour progresser, pour être malheureusement assez agressifs à moyen ou parfois même à court terme. Et puis, comme vous voyez, notez, entre 30 et 50% des cas de cancer sont dits inoffensifs. Alors bon, ça fait un peu mal à entendre de se dire qu'un cancer est inoffensif. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que les cellules de cancer, dans ces cas-là, ça va être des cellules qui vont être un peu mollassonnes, qui vont pas avoir trop envie de se dupliquer, de se répliquer, qui vont pas avoir envie trop d'aller trop vite. Alors, est-ce que ces cancers, ils pourraient tuer? La réponse est oui, bien sûr. Mais pour ça, il faudrait vivre jusqu'à 120, 130 ans. Donc d'ici là, on a le temps de mourir d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment ce qui est la particularité finalement de ce cancer de la prostate, c'est-à-dire que vous avez une partie des cancers qui sont agressifs, comme les cancers en règle générale, et puis une partie sur lesquelles on peut appeler ça inoffensif, indolent, mollasson, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Et ça pose quand même un problème, parce que si on trouve ces 30 à 50% de cancers, on va appeler ça un surdiagnostic, on va vous les trouver, et puis vous, dans votre tête, vous allez dire pendant 30, 40, 50 ans, mince, j'ai un cancer, qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis nous, en tant que médecin, on va se dire, quand même, on va essayer de s'assurer que ça ne va pas dégénérer. Donc on va vous faire éventuellement des examens. On va vouloir peut-être proposer des traitements. En tout cas, c'est ce qui pouvait se faire avant. Maintenant, il y a des codifications qui ont été faites. Mais tout ça, c'est extrêmement important, parce que dans ces cas-là, les 30 à 50%, si on fait un surdiagnostic, derrière, il y a un surtraitement. Et il faut bien comprendre que autant quand on est face à un cancer où on sait qu'il y a une agressivité, il ne faut pas se poser de questions, il faut mettre le paquet. Il faut dépister, il faut diagnostiquer, il faut traiter. Et puis s'il y a des effets un peu indésirables, voilà, on prend le risque, mais on sait que dans la balance entre le bénéfice et le risque, c'est largement en faveur du bénéfice en termes de mortalité, en termes de qualité de vie aussi. Bien sûr, dans le cas des cancers inoffensifs, indolents, la balance, elle n'est pas la même. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de perte de qualité de vie que d'avantages, parce que de toute façon, avant de vivre jusqu'à 120, 130 ans, il n'y en aura pas beaucoup dans cette salle, même nous, qui devrions y arriver, quoi. Donc, ce qui est important aussi, c'est que qui dit surtraitement, qui dit surdiagnostic, dit examen répété. Alors, ça a un coût aussi financier, mais c'est aussi un coût invasif, parce que les biopsies prostatiques, nos collègues vont en reparler tout à l'heure, ça reste quand même un examen qui n'est pas non plus complètement anodin. Les traitements, ça peut coûter cher, ça peut aussi altérer la qualité de vie. Et donc, finalement, quand on a entendu ça et quand on a compris un petit peu ce message-là, on comprend pourquoi le dépistage de masse n'a pas d'intérêt. Parce que le dépistage de masse, ça veut dire qu'on recherche chez tout le monde, et dans 30 à 50% des cas, on va trouver ce cancer indolent. Et puis les gens vont vivre un peu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et ça va être un petit peu compliqué à traiter, il va y avoir des soucis, etc. Donc en fait, on est plutôt dans la démarche personnalisée. C'est vraiment l'objectif de ce cancer. C'est vraiment une particularité du cancer de la prostate. Je pense que tu es d'accord avec moi, Jean-Philippe. Je suis d'accord. Si tu me permets, je vais juste... pour moi, c'est de loin le concept le plus difficile à comprendre de ce topo. C'est vraiment pas simple à comprendre, ni pour les médecins, ni pour les patients. Donc, je vais essayer de vous le dire un petit peu différemment, même si c'était très clair. Mais je vais vous le dire différemment. En fait, si on fait un dépistage de masse avec un dosage du PSA dans la population à tout le monde, ça marche en termes de mortalité. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont très bien faites, très bien conduites. Maintenant, on a beaucoup de recul là-dessus. On sait que si on fait un dépistage à toute la population, au bout de 16 ans, on va faire reculer la mortalité du cancer de prostate de 21%. Donc ça marche. Ça, on en a la certitude. Mais pour sauver une vie, il faut screener 570 personnes. Et sur ces 570 personnes, on va découvrir potentiellement des cancers de prostate effectivement indolents. Et ces gens-là, ils vont avoir éventuellement des consultations chez l'urologue, des dosages du PSA répétés, des IRM, des biopsies de prostate, et dans le pire des cas, un traitement, alors que théoriquement, il faudrait faire une surveillance active, mais potentiellement, tout ça va altérer leur qualité de vie. Et dans la littérature, la qualité de vie, dans le cadre du dépistage précoce, n'est pas bien évaluée. Donc, on ne peut pas proposer ça à la population générale. Il faut que ce soit, en fait, que cette information du dosage du PSA ou du toucher rectal soit accompagnée d'une information du médecin au malade, que le patient comprenne bien là où il met les pieds, qu'il comprenne bien les bénéfices du dépistage, les inconvénients, les incertitudes, et qu'il soit volontaire pour participer à cela.
qu'on a tendance à résumer par nous, on sait où on met les doigts, mais il faut que le patient sache où il met les pieds. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup parlé de cancer, tout ça. En fait, le topo, il s'appelle quand même « Faut-il doser le PSA ?» Donc le PSA, on en a parlé, hein, c'est un acronyme qui veut dire prostate spécifique antigène. C'est quoi? C'est une protéine qui est fabriquée exclusivement par la prostate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre organe qui fabrique du PSA. Alors à quoi il sert ce PSA au final? En fait, il sert à liquéfier le sperme, tout simplement. Bon, grosso modo, c'est pour éviter qu'il y ait des grumeaux, quoi. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, il n'y a que la prostate qui peut produire du PSA. Mais malheureusement, ce n'est pas un marqueur du cancer de la prostate. Alors là, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le taux de PSA peut augmenter pour plein d'autres raisons. Jean-Philippe avait commencé à en parler. L'hypertrophie bénigne de prostate, quand vous avez une prostate qui est un peu grosse, un peu joufflue, et probablement quand même que votre taux de PSA peut augmenter. En cas d'infection, on ne va pas trop en parler, mais l'infection masculine urinaire, ça fait monter le taux de PSA, et parfois même assez élevé. Hein. On a souvent des taux à 15, 20 de PSA. Et puis aussi, il y a le cancer. Et puis en plus, pour simplifier le tout, parfois, on a des taux de PSA qui sont bas, et puis il y a quand même un cancer. Alors une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, est-ce que ça vaut quand même le coup de faire le PSA? Quand même, oui, parce que ce que je vous dis, c'est que c'est quand même des minorités. Hein. Mais c'est vrai que c'est un marqueur qui est très intéressant, mais qui ne peut pas s'utiliser seul pour toutes ces raisons-là. Et c'est pour ça qu'on le couple au deuxième pilier du dépistage, qui est le toucher rectal, dont va nous parler Philippe. Oui, donc comme le disait Romain, effectivement, le PSA, c'est clairement imprécis. Beaucoup de gens veulent savoir quel est le taux de PSA à ne pas dépasser. En fait, il n'y a pas de réponse formelle, puisque le PSA est proportionnel au volume prostatique. Donc déjà, il faut connaître le volume de la prostate pour connaître le PSA théorique. Les valeurs de laboratoire de 4 qui sont inscrites n'ont vraiment aucune valeur. Ça n'a vraiment aucun sens. On ne peut pas interpréter une valeur de PSA sans avoir le volume prostatique, la cinétique, parce que, comme l'a dit Romain, il peut y avoir une infection, il suffit de doser pendant une infection, le PSA il monte à 15, 20, 30, 60, même plus, et finalement, 2 semaines après, il peut revenir à la normale. Donc, on ne peut pas répondre à cette question, quel est le PSA normal? Il n'y a pas de réponse, c'est pour ça que c'est compliqué. Comme tu le disais aussi justement, dans les cancers les plus agressifs, finalement, le PSA il reste très bas parce que la cellule qui se multiplie ne ressemble plus du tout à une cellule prostatique. Comme je vous l'ai dit, c'est une cellule qui est devenue folle, mais elle est vraiment devenue complètement folle, c'est qu'elle ne ressemble plus du tout à une cellule prostatique. Donc le PSA peut être grave avec un PSA qui reste au ras des pâquerettes. Bilan de quoi le toucher rectal est complémentaire, puisque dans ces cas-là, on va sentir la tumeur. Vous vous souvenez du schéma que je vous ai montré au début avec le rectum. On a la partie postérieure de la prostate qui est accessible au toucher rectal, et il n'est pas rare de diagnostiquer des cancers de prostate sur un toucher rectal anormal. Donc, si on veut bien faire les choses, ce n'est pas juste le PSA, parce que c'est facile à faire. Un PSA, c'est juste une prise de sang. Et pour les hommes, le toucher rectal, ça reste encore quelque chose de tabou, où il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on leur fasse un toucher rectal. Malgré tout, si on veut faire les choses correctement, c'est PSA et toucher rectal. Sachant qu'on peut aussi juste compléter en disant que la plupart des cancers se développent dans la partie postérieure de la prostate, celle qu'on peut justement toucher. Hein, les cancers de la partie antérieure, c'est moins de 10%, tu peux à peu près. Voilà. Alors la question, c'est qui dépister? Ça, on va laisser Jean-Philippe répondre. Oui. Qui dépister? Alors, l'âge, pour commencer, c'est facile. C'est en gros 50 ans pour la population en général. Et lorsqu'il y a des facteurs de risque, je vais citer juste les principaux, mais en gros, c'est les antécédents familiaux de cancer de prostate et les origines afro-caribéennes. Il y en a d'autres, mais c'est des mutations génétiques. Ça concerne vraiment une petite partie de la population. Donc, donc 50 ans pour la population générale et 6 facteurs de risque, origine afro-caribéenne ou antécédent familial de cancer de prostate, c'est 45 ans, 40 à 45 ans. L'âge pour arrêter est beaucoup plus difficile à définir. Pendant longtemps, ça a été 75 ans, sauf que 75 ans, vous voyez bien, à 75 ans, il y a des gens qui ont un âge chronologique de 75 ans, mais un âge physiologique qui est bien au-dessus ou alors bien en dessous. Donc maintenant, on s'accorde à dire que lorsqu'il reste moins de 10 ans d'espérance de vie,
il faut arrêter le dépistage du cancer de prostate. Je ne parle pas de diagnostic précoce, je devrais dire diagnostic précoce, mais en fait, dans le langage courant, on parle tous de dépistage, donc j'utilise aussi ce mot. Et à partir de moins de 10 ans d'espérance de vie, théoriquement, il faut arrêter le PSA, enfin au moins le PSA. Je vais juste revenir sur cette histoire de 10 ans d'espérance de vie, parce que c'est un petit peu parfois choquant pour nos patients. Comment on l'aborde ça? En fait, c'est du bon sens, et c'est pas l'idée de dire on n'est pas Madame Irma, quoi, on n'a pas une boule de cristal. L'idée, c'est d'expliquer aux gens que, évidemment, on voit ça quotidiennement dans nos consultations, des gens qui ont 80, 85 ans, qui sont en pleine forme, qui n'ont aucun médicament, qui n'ont aucun antécédent, qui sont sportifs. Bon, bah, évidemment, ils ont une espérance de vie qui est encore largement bonne. Et puis on a des gens qui, malgré tout, malheureusement, dès 68 ans, ont plein de problèmes de santé, des insuffisances cardiaques, des insuffisances hépatiques, des insuffisances de reins, ils ont des diabètes très évolués. Et bien, évidemment, ces gens-là, quand ils auront 80 ans, il y aura plus de risques quand même que ça soit leurs problèmes autres, c'est-à-dire ce que je viens de dire là, qui les emportent, et non pas ces problèmes prostatiques. Donc en fait, ces 10 ans d'espérance de vie, c'est fluctuant d'une personne à l'autre. C'est pour ça aussi que vos médecins sont censés quand même vous connaître, et donc ils sont là aussi pour vous expliquer tout ça. C'est pas non plus une fin de non-recevoir, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui le demande, on le fait, hein, mais c'est pour expliquer qu'en termes d'agressivité des traitements de prise en charge, c'est pas raisonnable, voilà, tout simplement. Alors, quand on a abordé un petit peu la question de la surveillance, à quel rythme on doit faire la surveillance, en fait, on a essayé de se rappeler de ce qui se faisait déjà il y a quelques années, quand on était un petit peu plus jeune. C'était pas rare de voir nos patients qui avaient des dépistages de PSA, des patients asymptomatiques, on précise tout ça, mais qui avaient des dépistages de PSA tous les ans, parfois même 2 fois par an. Maintenant, on sait que c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Est-ce que Jean-Philippe, tu veux nous en parler? Oui, effectivement. Maintenant, on a tendance à espacer un petit peu les dosages du PSA. Je vous ai mis, encore une fois, c'est des recommandations, hein, donc ça ne s'applique pas toujours à la réalité, mais vous voyez qu'en gros, dans le pire des cas, entre guillemets, quand le PSA est un petit peu haut, tous les 2 ans, ça suffit. Et lorsque le PSA il est vraiment très bas, finalement, on peut espacer à 5 à 8 ans. Donc, personne, ni les médecins, ni les patients n'ont réellement envie d'espacer forcément le PSA à ce point-là. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si votre médecin généraliste ne vous propose pas un PSA tous les ans, c'est pas grave, il faut en faire un de temps en temps. Et en tous les cas, ça n'a aucun sens de proposer un PSA. On voit des gens qui arrivent avec des PSA tous les 3 mois. Dès qu'ils ont un bilan biologique, il y a un PSA qui est rajouté. Ça n'a aucune utilité et ça a un coût aussi quelque part. Donc, on est obligé de faire un petit peu attention aux frais de santé. Donc, 2 ans, ça paraît être pas mal, même si en réalité, on le fait parfois un peu plus fréquemment. L'idée, c'est de ne pas passer à côté, d'en faire quand même un de temps en temps et que le patient et le médecin y pensent pour proposer quand même un moment ou un autre. Si le PSA est anormal, il est important de le recontrôler, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que le PSA, ça peut fluctuer et c'est extrêmement fréquent de voir arriver en consultation un patient inquiet avec un dosage du PSA élevé, avec une seule valeur. Bon, on le recontrôle et bien souvent, le PSA il revient à la normale, donc toujours recontrôler. Si par contre, là, il y a 2 PSA anormaux, ben là, c'est consultation avec l'urologue et il faut qu'on pousse un petit peu les investigations. Oui, parce que concrètement, normalement, quand on a un cancer de prostate, la cellule cancéreuse va produire toujours un peu plus de PSA. Hein. C'est-à-dire que normalement, quand ça monte, ça ne doit pas redescendre quand c'est un cancer. Ouais. Donc en conclusion, on a fini ce topo un petit peu sur faut-il doser le PSA. Vous avez compris on n'est pas dans du dépistage systématique, mais dans de la détection précoce. C'est-à-dire qu'il y a une information au patient, il faut que le patient soit volontaire pour participer à cette démarche. Le dépistage, ça repose sur un bilan biologique, le dosage du PSA et le toucher rectal, pas l'un ou l'autre. Ça commence à partir de 50 ans chez quasiment tout le monde. Et quand il y a des facteurs de risque, origine afro-caribéenne ou antécédent familial de cancer de prostate, on commence un peu plus tôt, 40, 45 ans. On arrête quand on estime que
on n'aura pas envie de proposer un traitement invasif au patient et qu'il vaut mieux le laisser tranquille. Et pour finir, pas d'argument pour un dépistage annuel. Si votre médecin traitant vous propose un dosage du PSA tous les 3 ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il ne faut pas s'offusquer, c'est tout à fait normal. Merci pour votre attention.